Sarthe un jour, Sarthe toujours. Dans Sarthe un jour, on va parler de quelque chose qui s'est déroulé sur plusieurs jours, mais qui a probablement marqué les participants. Il s'agit des faiseurs de sourires. Alors, les faiseurs de sourires, c'est un documentaire, mais qui rend compte d'un événement. Je voudrais vous présenter ces faiseurs de sourires, entre autres aussi d'ailleurs, pourquoi pas. On va commencer par l'homme, parce que c'est le seul homme au milieu de l'ensemble. On le reconnaît tout de suite. Christophe Houdin, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-réalisateur du film avec Catherine. Oui, tout à fait. Madame a décliné l'invitation. Ah bon? Non, c'est pas ça. À vos côtés, Chloé Barthaud, qui est en charge du foyer logement Guédemoni. Je m'occupe de la partie animation. Ouais. Voilà, du foyer. J'ai dit quoi? J'ai dit autre chose? Bon, d'accord. Alors, Catherine Chamaret, qui est enseignante en CP à l'école Alfred de Musset, et qui est venue avec ses enfants, on en parle dans un instant. Et puis, je cherche Clémence Roqueton, voilà, qui est responsable des dépôts des médiathèques du Mans, et à ce titre, qui s'occupe du prix Chronos, parce que c'est le prix Chronos qui a permis de démarrer cette histoire de rencontre intergénérationnelle. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, Sarthe un jour. Sarthe toujours, oh oui, avec Raphaël Delpar. Toujours la Sarthe, Raphaël Delpar. Bien sûr, toujours Bonjour, Raphaël. La Sarthe au cœur. On rappelle en deux mots que vous aimez la Sarthe. Vous avez vécu votre enfance, enfant caché, pendant la guerre, du côté de Pagny. Pagny-l'Évêque. Hein, c'est bien ça. Et puis, voilà, 50 ans après, vous avez décidé d'y revenir et d'y consacrer carrément 4-5 ouvrages, enfin on verra ça tout à l'heure, dont Le courage de Louise. Oui, qui vient de sortir. Qui est un roman. C'est un roman. C'est pas une histoire vraie, on est d'accord, hein? Non. C'est une magnifique histoire. Merci. Voilà. Et on en parle. Ça va vous passionner, ça se passe pendant la guerre 14-18. Bon, allez, commençons par cette histoire d'intergénération. Donc l'idée, c'était quoi? Qui est-ce qui nous en parle en premier? C'est peut-être vous. Oui. À travers le prix qui s'appelle le prix Chronos, oui. C'est de créer un événement et des rencontres entre des enfants et des personnes âgées. C'est ça. Alors c'est quoi le prix Chronos? Le prix Chronos, c'est de faire lire 4 albums aux enfants sur le thème de la vieillesse, de l'intergénération, du deuil aussi. Ça n'a pas l'air drôle comme ça, a priori. Non, c'est des thèmes vrais. C'est des thèmes assez compliqués, mais on se rend compte que finalement les enfants ne perçoivent pas forcément les livres de la même manière que les adultes. Et on a voulu sur le Mans associer les enfants aux personnes âgées. À la base, Chronos, on n'est pas obligé d'organiser des rencontres, c'est vraiment une lecture d'album et un vote. Et nous, au Mans, on a décidé de faire un projet avec un peu plus grand. Bien au-delà de la lecture du livre, c'est ce qu'on découvre dans le documentaire, dont vous verrez quelques images, rassurez-vous quand même au cours de cet entretien. Bien au-delà de la lecture du livre, vous avez organisé des animations, justement pour permettre cette rencontre et cet échange. Je vais m'adresser à mademoiselle, et notamment dans ces animations, moi j'ai noté, ça marche toujours, ça fait du lien, la cuisine, ensemble. Alors oui, on a cuisiné ensemble, on a écrit ensemble, on a fait beaucoup d'ateliers. Le but, c'était toujours la rencontre entre les résidents les mamies, parce qu'on les appelle les mamies dans le film. Et un papy. Et un papy, mais plutôt des mamies, en général, et donc, et les enfants. Et le but, c'était vraiment qu'ils échangent et qu'ils apprennent à se connaître. Les animations, c'était un support, mais le but, c'était vraiment le lien, créer de l'échange, et voilà. En fait, chaque mamie et chaque groupe d'enfants étaient toujours ensemble. Voilà, alors moi, je reviens par nos animations, parce qu'il faut raconter un peu aux personnes qui nous regardent ce qu'elles vont découvrir. Elles vont découvrir cette cuisine, des confitures d'un côté, des galettes de l'autre. Et puis alors c'est intéressant les réflexions que font les mamies justement sur ce qu'aiment les enfants aujourd'hui. Le travestissement. On a une mamie, je ne sais pas quel âge elle a, qui s'habille en jeans. Hein. En rappeuse. En rappeuse, c'est ça, oui. Et puis alors que les enfants, eux, veulent pas s'habiller en grand-mère. Mamie, voilà, de peur de rester mamie. Et puis alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, parce que je me demande comment je ferai, parce que j'ai appris aussi un peu à la plume, mais c'est les mamies qui écrivent à la plume. Non, les enfants qui écrivent à la plume. Enfin, les mamies d'abord qui leur expliquent comment on fait, et pendant que les enfants font de l'ordinateur, évidemment. Et puis après, on inverse les rôles. Voilà. Et ça donne des résultats. Et ça donne des résultats, et puis ça fait du lien, ça fait aussi un travail au niveau de la chronologie, au niveau du vivre ensemble, au niveau de la lecture. Donc pour une classe, c'est
plein de choses qui font un projet qui dure sur l'année. Parce que tout ce qui se passe dans le film, qui n'est pas très long, c'est en fait un projet... Non, mais c'est vrai, c'est quand même un projet d'une année complète. Voilà, décembre 2014 à mai 2015, voilà. Ils se sont rencontrés combien de fois 4 rencontres. Ouais. Et puis, pour finir, une très belle rencontre au cinéaste, où le film a été présenté aux enfants avec leurs parents et les mamies. Et donc, ça a été vraiment une très belle fête. Là, vraiment, il y a eu du lien dans le quartier. Moi j'ai eu l'impression, je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression que les enfants étaient très participatifs, oui. Mais dès le départ. Et ils le sont toujours, parce qu'il se trouve que cette classe... Il n'y a pas de barrière, quoi. Enfin, voilà, et cette classe, moi, je suis mes élèves en CE1, donc, et on continue avec Chloé. Et cette semaine, on a reçu du courrier des mamies. Ils étaient vraiment heureux comme tout, ils ont envie de répondre, et nous on va continuer justement, on a un projet, pas avec le prix Chronos puisqu'on l'a fait l'an dernier, mais que ces rencontres, vivre ensemble, ils durent. Ouais, voilà. C'est une bonne idée. Le prix Chronos est organisé par qui ? C'est l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux. Bon, oui, ça se fait partout en France. Oui, c'est un prix national. Bon, vous êtes satisfaite, j'imagine, oui. Du résultat. Enfin, en tout cas, ce qu'on en voit, on va parler avec le réalisateur, évidemment, du film, mais... Ce qui est étonnant, c'est qu'à la base, c'était un projet, des rencontres, on a l'habitude d'en faire, mais là, le fait que ce soit filmé, que ce soit monté, qu'il y ait un reportage de 26 minutes, ça rend vivant, ça accrédite et ça donne plus d'ampleur à notre projet initial. Non, puis c'est sympa parce que vous partagez, alors avec la vidéo, vous allez partager un plus grand nombre encore. Ils sont bruyants, mais ils sont mignons, l'une des mamies dans le film. Le matériau pour quelqu'un qui filme, c'est extraordinaire ce genre de choses, non ? Bah écoutez, non, ça n'a pas été filmé avec beaucoup de choses en fait. On a pris des appareils photo, des appareils pour être le plus discret possible. Le plus discret possible, et puis on avait un micro posé au sol. Alors c'est vrai qu'au niveau du son, c'est pas non plus... C'est pas mal, C'était pas toujours on a essayé de faire pour le mieux en tout cas. L'idée c'était vraiment de montrer... À la fois au départ, l'idée c'était de montrer vraiment aux parents ce que leurs enfants pouvaient faire dans le cadre du quartier en fait. Et montrer c'est aussi marrant d'ailleurs les enfants qui parlent de Pierre Guédou comme si c'était... très naturellement, c'est étonnant. En fait, l'idée, c'était vraiment de montrer les liens de proximité qui pouvaient exister entre différentes structures d'un quartier, et montrer aussi que c'était quelque chose qui pouvait perdurer. Et d'ailleurs, Madame Chamarel l'explique très bien cette année, encore une fois. Sa classe qui était de CP, elle les a gardés en CE1 et elle continue avec eux cette année avec ces mêmes élèves à faire ces rencontres, et je trouve ça vraiment très beau, quoi. Bon, en tout cas, bravo pour ce film très joliment filmé aussi. On voit que ça capte la sensibilité. Beaucoup d'émotions. Voilà. Beaucoup d'émotions. Il y a de l'humour aussi. Enfin, et voilà, c'est à la fois drôle et émouvant. Absolument. Donc vous êtes heureuse les autres du résultat. Nous, on a trouvé ça bien aussi. C'est pour ça qu'on a souhaité le diffuser. Merci d'ailleurs. Oui. Mais non, faut pas. Ce qu'il faut dire, en revanche, ceux qui sont formidables, c'est les gens d'Opsis. Vous en faites partie, voilà, évidemment, parce que c'est une association qui a pris en charge la totalité. Au départ, l'idée était vraiment... c'est vrai que l'année dernière, on avait déjà travaillé avec Clémence sur le projet du prix Chronos, et puis manifestement, on s'est dit, il y a quelque chose là-dedans, quoi. C'est vraiment sympa. Et donc, du coup, l'association a œuvré vraiment totalement bénévolement, sans rien. Juste parce qu'elle croyait au projet, donc voilà. Ça m'a permis de redécouvrir le site dont on avait parlé, je pense, un peu au lancement, www.opsislesite.com. Vous allez y découvrir des petites perles en termes d'image, si vous aimez la vidéo et si vous aimez la photographie. Vous verrez, notamment un portrait de Claude Ribaud, un teaser de la compagnie T'es pas moche, etc. Bravo, merci. Les faiseurs de sourire, vous en avez un joli sourire. Donc à 20h, vendredi, pour la première diffusion. Après, c'est diffusé pendant une semaine. Je parle du vendredi 6 septembre. Ça, c'est pour ceux qui nous verraient éventuellement après, à cause des rediffusions. J'ai dit novembre. Non, d'accord, j'ai dit septembre. Donc c'est bien novembre. On est d'accord, décidément. Allez, dans un instant, on parle du courage de Louise.
Voilà, Raphaël Delpar, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre? Le peu que j'ai compris, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Je regrette de ne pas pouvoir le voir. Donc, si, lmtv.fr, vous pouvez voir. Oui, mais vous savez bien que je suis je viens en Sarthe, je ne vis pas ici, et bien que beaucoup d'amis me poussent à venir ici vivre, donc, et si vous me permettez, ça m'a ému ce que j'ai entendu. Parce que après la guerre, j'ai eu la chance d'être admis dans une école qui était dans une éducation nouvelle. Alors, je ne me souviens plus de la méthode en question. Dites-moi. Freinet, peut-être. C'était pas Freinet, mais c'était une autre méthode totalement libre, qui était à Sèvres, près de Paris, qui s'appelait la Maison de Sèvres d'ailleurs, et dont le moniteur, un des moniteurs, était Marcel Marceau. Ah oui, le mime, qui avait été d'ailleurs caché dans cette maison pendant la guerre. Et quand il m'arrive que me demande à quel moment de ma vie j'ai pu être heureux, eh bien, je pourrais dire que malgré les difficultés, c'était ici en Sarthe, mais la vérité, c'est que j'étais vraiment heureux dans cette maison, la maison de Sèvres, les enfants de Sèvres, où les moniteurs, les enseignants, ils avaient des, comment on dit ça dans les scouts, des totems. On les appelait les totems, etc. Et pour moi, et ça m'a un peu rappelé ce que j'ai entendu, ça m'a rappelé cette ambiance. Alors voilà, vous avez Raphaël Delpar dans toute sa splendeur, et on retrouve un peu ce plaisir de raconter des histoires dans l'ensemble de ces romans. Le courage de Louis, c'est le dernier, on en parle tout de suite. Je voudrais juste signaler, parce que on n'en a pas parlé au moment de la sortie, et c'est récent. Il écrit tellement de bouquins qu'on n'arrive pas à suivre. Le courrier de guerre, La Poste aux armées, 14-18, un ouvrage historique évidemment. Et puis alors, La conférence de la honte, Évian, juillet 38. J'ai une page d'histoire. Vous êtes, Pascal, vous avez le livre là, le seul livre au monde qui raconte cette page d'histoire monstrueuse, puisque le monde entier, en 1938, en juillet 38, a abandonné 650 000 juifs allemands et autrichiens et les a livrés à Hitler. Bien. On va parler de choses, je ne vais pas dire plus joyeuses, parce que ça se passe au cours de la guerre 14-18. Oui, mais enfin, c'est quand même plus joyeux, quand même. C'est une période difficile, mais en revanche, le livre, lui, n'est pas noir, loin s'en faut, il est au contraire. Oui. Il est hyper optimiste, malgré ce que vous y racontez. Oui. Alors, c'est l'histoire de Louise, une jeune sauvageonne, quasiment. Alors, c'est une sauvageonne, elle vit en marge de la société, sa mère est lavandière, ils vivent dans une baraque, dans une forêt que j'ai pas située dans le livre pour pas qu'on vienne me dire ah non mais c'est pas la forêt là, etc. Bon, donc je fais attention et elle va entrer dans le monde des adultes puisque au mois de juin 1914, c'est-à-dire un mois et demi avant la mois et demi, voilà, c'est les feux de la Saint-Jean, elle vient regarder tout ça, elle se met en arrière parce qu'elle est pas admise, ils la connaissent, tout le monde la connaît, mais elle est pas admise. Et il y a un jeune paysan qui la voit, qui lui prend la main et qui lui dit, c'est Justin, et qui lui dit est-ce que si tu sautes avec moi au-dessus du feu, et si ta robe ne prend pas feu, est-ce que tu me veux comme mari? Et elle ne sait pas quoi répondre, elle éclate de rire, il lui prend la main, il saute par-dessus le feu, sa robe n'a pas pris feu. Et un mois après, elle l'épouse. Et elle va se retrouver à la tête d'une ferme. Alors que son mari est appelé à la guerre. Alors que son mari est appelé avec les 8 millions d'hommes à la guerre. Alors elle qui sait quasiment pas lire et compter. Elle sait à peine écrire et à peine compter. Elle va d'ailleurs elle va passer son certificat d'études grâce à une femme qui est d'origine alsacienne et qui est ici en Sarthe. Réfugiés, c'est un livre hommage aux femmes d'une manière générale, bien évidemment. Oui. Alors quand on le dit comme ça peut paraître un peu lourd. Non, c'est vraiment fait d'une manière subtile. Et alors à une femme que vous appelez Albertine Morel, qui devient maire de Parigné sans être élue, en remplacement de son oncle. De son oncle. Il y a eu une femme maire à Parigné. Alors oui, parce que là j'ai été prudent. Oui, j'ai fait gaffe. Parce que je me suis dit, attends mon petit gars, il ne faut pas que tu
tu inventes des histoires qui reposent sur des réalités. Et j'ai fouillé dans la presse, j'ai fouillé dans les archives. Effectivement, à partir de la déclaration de la guerre, il y a eu l'ordre, en quelque sorte, du gouvernement de dire, bon, les municipalités, maintenant, vont vous organiser. Hein, il n'y a plus le maire, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et donc c'est vrai que le maire, là, il est vieux, il dit je ne sais même plus quel âge j'ai, et donc il passe le pouvoir à sa nièce qui est directrice de la poste de Paris-Lévesque et qui va, d'ailleurs il lui dit mais c'est incroyable, à la fois tu es directrice de la poste, du bureau de poste, c'était important, c'était quand même des femmes qui passaient le brevet à l'époque, et puis en même temps tu deviens maire en quelques minutes. Alors donc on voit le rôle des femmes, la manière dont elles s'organisent. Alors évidemment les cancans également quand un homme apparaît subrepticement. Bah oui, parce que j'ai utilisé. Il y avait le camp des Belges qui a vraiment existé. En bas de Paris-Lévesque, quand on vient du Mans, c'était en bas où là il y a un grand centre commercial maintenant. Et un jour, cette pauvre Louise, elle a des difficultés avec une vache qui est pas très très gentille, qui veut vagabonder, etc. Et apparaît cet homme, un capitaine belge, qui est dans la vie ingénieur agronome. Donc il lui dit attendez, moi je vais vous aider, etc. Mais racontez pas la suite. Ah bon? Non, parce qu'il faut laisser un peu de suspense. Voilà. Moi j'ai découvert quelque chose. Alors vous allez me confirmer. J'imagine que vous avez vérifié, mais que au retour de la guerre, il y a eu un problème entre les hommes et les femmes. Énorme. Là, les femmes avaient eu le sentiment qu'elles avaient enfin pris leur liberté. D'une part, elles avaient pris leur liberté. Et ce qu'elles vont faire pendant la guerre de 14, on va surtout le voir dans les années 20. Hein, c'est toute l'évolution des mœurs, etc. De l'habillement. Le bleu de chauffe. Le bleu de chauffe. Elle s'habille en bleu de chauffe parce que c'est plus facile d'aller dans les champs en bleu de chauffe qu'avec les robes, les jupons, etc. Et ce qui est vrai, parce que j'aurais pu commencer à l'inverse, j'aurais pu commencer à la fin de la guerre en quelque sorte, mais bon, ça m'intéressait moins. C'est vrai que ça a été une lutte terrible. Incroyable. Le gouvernement, à l'époque, devant l'action des femmes pendant la guerre de 14, car les femmes ont gagné la guerre pendant la guerre de 14, on dit il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Alors, ils ont fait des discours au Parlement, etc. Mais bien entendu, il a fallu attendre 1945 quand même pour le droit. 1947, même. Charles de Gaulle. Très bien. Charles de Gaulle. Le temps passe vite, je suis désolé. Raphaël, mais ce qu'il faut qu'on dise surtout, c'est que de nouveau, le roman, vous le reconnaissez à travers les lieux, notamment, puisque Paris-Lévesque, Pressigné, vous vous rappelez qu'il y a eu un camp d'internement. Le premier camp d'internement, le premier camp donc, l'expression officielle, c'était le camp de concentration. Le premier camp de concentration en France. Etc., à découvrir. Moi, je vais juste lire, si vous me permettez, 3 lignes ou 4 lignes, parce que vous avez une manière de décrire, quelquefois, que je trouve absolument sublime. La terre n'avait pas encore libéré les exhalaisons de ses parfums. L'aube était encore occupée à disperser les ombres. Les effluves vaporeux échappés du sol formaient des nuages fragiles et mousseux qui montaient avec lenteur et glissaient sur un long parcours avant de disparaître dans le dernier pan de velours de la nuit. Excusez-moi, elle était quand même dans un univers plutôt sympathique, notre amie Louise. Il n'est pas mauvais Delpart, finalement. Pas mal Delpart. Raphaël Delpart, auteur de L'Enfant sans étoiles, vous m'avez dit 70 000 exemplaires. 70 000 exemplaires, il y a un projet de télévision, mais bon. Pour l'amour de ma terre, L'enfant qui parlait avec les nuages, tout ça, ça se déroule en Sarthe. C'est chez Calman-Lévy, dans la collection France de toujours et d'aujourd'hui. Si vous... Alors, achetez celui-là, achetez les précédents, vous allez voir, vous allez passer d'excellents moments. Bravo, et puis surtout, merci. Ça sera intéressant à faire découvrir à vos enfants aussi. Hein. Ils sont un peu petits. Ah non, mais l'histoire est belle. Mais ils vont grandir. Voilà. Pour les mamies aussi. Oui, mais je pense que pour les mamies, ce serait... Merci d'être venus aux uns et aux autres. Dans un instant, on découvre notre invité, intensément sartois, le maire de Beaumont-Pied-de-Bœuf.